On a bien joué dans Deluxe. Et tout de suite, C'est l'heure de l'interview de l'invité en studio. Toujours dans des luttes et des plumes, effectivement, après cette pause musicale et ce jeu, il est temps de se tourner vers Florent, qui vient nous présenter un petit peu les nouveautés de chez Nuts. C'est un petit peu comme tous les ans. Alors nous, on prend vraiment plaisir à te recevoir, Florent, dans l'émission, parce qu'à chaque fois, chez Nuts, il y a un vrai, comment dire, il y a un vrai panel de nouveautés. C'est toujours très hétéroclite dans ce que vous proposez, en fait. Que ça soit parce qu'il y a des créations, des localisations, ouais, très variées, ouais. Et là, c'est un gros peu. C'est pas un petit peu, c'est un gros peu C'est un cette gros année. peu. Hein. Oui, il y en a beaucoup, ouais, c'est vrai. Après, ça arrive à différents moments dans l'année. Hein. Oui, bien Pas sûr. non plus, voilà, mais oui, bah, alors on va dire par ce qui vient juste de sortir. Ouais. C'est Inflexible Afrique du Nord. Je suis désolé, t'as le mot, c'est le plus loin. Tout va bien. Celui-là, il est sorti fin novembre, début décembre, hein, vraiment il y a 2 semaines, je crois. Voilà, le tout nouveau Inflexible, la suite d'un Inflexible à Normandie. Et on est en cours de traduction, on finit la traduction de l'extension Renfort, Ouais. qui rajoute des choses et à Normandie et à Afrique du Nord. C'est une extension qui est valable pour les deux, en fait. Ouais, alors en fait, c'est parce que en gros, c'est scindé en deux. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des véhicules qui vont pour Normandie, parce qu'il n'y en avait pas avant. Et il y a des nouveaux personnages, des nouveaux scénarios. Pour les deux, il y a un mode solo qui n'existait pas non plus, ni dans l'un ni dans l'autre. Donc voilà. Donc pour moi, c'est une extension qui est assez sympa, parce que voilà, plus de matériel et tout, mais aussi un mode solo. Et le fait que tu dises qu'Inflexible Afrique du Nord, c'est la suite de Normandie, est-ce que c'est deux jeux à part entière ou Ouais. est-ce que c'est des jeux qui peuvent se combiner? Oui, c'est un standalone, comme on dit en mauvais français. Mais ouais, tout à fait. C'est changement d'échelle. Il y a que, je crois, 2 petits traits qui changent. Mais voilà, c'est très rapide à intégrer si D'accord. on a joué à Normandie. Oui, c'est mais ça. on ne peut pas les mélanger. Non, mais ceux qui ont déjà joué au premier vont pas être Ah oui. surpris, vont retrouver beaucoup de Ah oui, similitudes oui, et oui, oui. 5 vont minutes pouvoir et vite c'est rentrer réglé. dedans. Ouais, complètement. Ouais. Ce qui vient de sortir aussi, je crois que c'était début novembre, hein, c'est les extensions de la Guerre de l'Anneau. Donc, je vais aller vite sur cela parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais donc, la petite figurine de Sylvebarbe, le scénario alternatif, Le Destin des Rêveurs, et la plus grosse extension, le Seigneur de la Terre du Milieu, les Seigneurs de la Terre du Milieu, qui ajoute quelques personnages en plus, Elrond, Galadriel, et puis il y en a 8 en tout, hein, donc je ne cite pas tous. Et puis de l'autre côté, la bouche de Sauron, le Balrog, voilà. Donc pas mal de petites choses. Pour les gens qui se disent ah là mais ils sont pas là quand ils jouent au jeu, bah ça y est en fait là. Tout à fait. On a fait Tout à quasiment fait. le tour pour avoir tout le monde. C'est ça. Et on a le tapis géant qu'on nous demande régulièrement, qui, je ne sais plus quelle taille il fait, je crois 1m20 par 90, un truc assez gigantesque. Là est arrivé en entrepôt, donc il nous faut quand même 2 semaines pour les traiter, vérifier et tout. Donc tout début janvier, ce sera disponible. Ils sont livrés à plat, vous les roulez à la main un par un? Oui, en l'occurrence, oui. C'est vrai, ils sont tous arrivés à plat, en paquet de 50, je crois, et on les envoie tous un par un, donc on les défait tous, on vérifie tous un par un. Et vraiment. Parce que une chose, c'est vrai que je l'ai jamais forcément dite ici, mais on a notre propre entrepôt, et on envoie nous-mêmes tous nos jeux qui sont commandés sur notre site, mais aussi tous ceux de précommande. Donc on a plusieurs jeux là qui sont en précommande sur notre site, et quand c'est envoyé aux gens, c'est nous qui les envoyons, c'est pas un tiers. Ouais, vous faites pas appel à des Non. prestataires ou à des gens extérieurs. Non. C'est l'équipe de Nuts Ouais. qui s'y colle. Ça nous permet de, quand c'est qu'il y a une erreur, c'est notre pomme, forcément, mais ça nous permet forcément de vérifier Ouais, aussi d'être ce sûr. qu'on envoie, quoi. Voilà. Au niveau des plateaux dont tu parles, au niveau de la dimension, on a vu que c'était énorme. Ils sont faits en quelle matière? Parce que moi, je me souviens à l'époque du jeu Seigneur de guerre, qui avait un plateau, mais c'était une bâche plastique, en fait, que tu finissais par plier en... Parce que la Alors boîte là, était- j'en ai pas amené, mais d'habitude, j'ai très souvent celui de Saigon 75. Comme d'habitude, c'est du néoprène, comme Ouais, les tapis d'accord. de souris. Par contre, on a décidé, alors pour le tapis de la guerre de l'anneau, c'est pas nous qui l'avons fait. Donc j'avoue que je me souviens plus quelle épaisseur il fait. Mhm. Mais tous ceux qu'on fait nous, ils font 1 mm. C'est-à-dire la moitié moins qu'un tapis de souris Ouais. classique. Parce que souvent, comme c'est des plus gros jeux,
Quand on les roule, sinon ça prend une place C'est ça, c'est gigantesque. que quoi. C'est ça pas semble possible. pas épais du tout, mais comme tu as 1,80 m à rouler, Ouais. à la fin, tu as quand même un gros rouleau. Et pour avoir essayé notamment avec Saigon 75, le fait de les plier, même longtemps, ça n'a pas d'effet. Non, ça les Non. abîme pas. Moi, sincèrement, j'ai essayé avec Saigon 75. Donc la carte en néoprène doit être un A1. Et je l'ai laissé plier en 8 dans la boîte pendant 6 mois. Je pense un truc comme ça. Et parce qu'on en avait 2, j'en ai laissé une comme ça. Je l'ai remise. Alors oui, on voyait les traits. On met un linge, on passe un coup de fer à repasser chaud et terminé. On voit plus rien. Voilà. Après, quand je dis chaud, faut pas que ce soit trop chaud. Oui, hein. non, sinon tu niques ton tapis. Ouais. Oh. Quand tu dis t'en avais 2, c'était pour jouer à Saigon 150? C'est ça. D'accord. C'est ça. T'es bon en calcul mental, c'est bien. Ensuite, quelque chose qui va intéresser les gens parce que c'est notre prochain envoi. Notre prochain envoi, c'est Coops, mais celui qui intéressera le plus les gens, c'est celui-là. Ah oui, celui qui fait beaucoup parler de lui parce que les gens l'attendent. Et puis il est très en retard et voilà. Donc en fait, il y a le jeu de base et on vient de. Alors on l'a pas reçu, il est au Havre, il est fini de dédouaner et donc on va le recevoir, je pense d'ici 2 semaines et on va l'envoyer mi-janvier et donc on envoie aux backers, on envoie tout ce qu'ils ont commandé, on l'envoie. Par contre, je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui ont reçu un mail moins sympathique parce que je ne vais pas forcément épiloguer, mais l'éditeur anglais a de gros problèmes financiers et en fait, il ne nous a pas envoyé la liste des backers complète. On l'a que jusqu'à juillet 2021 et donc il y a toute une partie et de l'argent et des noms des gens qu'on n'a pas. Que vous n'avez pas. Eh non. Donc on va l'envoyer à Donc tous ceux qui ont fait. Si vous y allez au culot. Voilà. Mais non, parce qu'on demande une preuve forcément. Et puis on a la liste. Hein. Mais, donc on va essayer, par contre, pour toutes les personnes qui ont précommandé ou commandé sur le site d'ITB, l'éditeur, après cette date-là, de juillet 2021, on va essayer de trouver une solution. Mais voilà, ils sont peut-être nombreux, on n'en a aucune idée. Puis surtout, on n'a pas d'argent pour, quoi. En fait, ils n'ont pas été prévus du tout dans nos listes, et ni par ITB, ni quoi que ce soit. Bon, on fera du mieux possible. En tout cas. C'est-à-dire que là, dans ce que vous avez au Havre, dans les boîtes de Subterra 2, il n'y a il y a les quantités que pour juillet Non, 2020. parce qu'en fait, on a commandé beaucoup plus parce qu'on se doute, comme ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on fait tourner le proto, on se doute que le jeu va marcher, donc on en a beaucoup plus. Donc on peut se permettre aussi d'essayer de vendre une partie de ce stock-là qu'on aurait vendu normalement en boutique à plein prix, de le faire moins cher pour les gens qui ont malheureusement déjà perdu leur argent chez ITB, leur faire un prix proche du prix de prod pour que, s'ils ont envie, ils n'aient pas tout perdu. Maintenant, on ne peut pas faire en dessous du prix de prod parce qu'il faut qu'on gagne notre vie non plus, mais Non, puis vous y êtes pour rien. On y est pour rien, mais voilà, on est vraiment. Enfin, c'est pas du tout notre style d'arriver dans des embêtements comme ça, mais bon, voilà. Sachant que la majeure partie du conteneur contient des pop-it parce que c'est quand même ça qui coûte le moins cher à produire et qui se vend le mieux dans les cours de récré à un prix exorbitant. Donc il y a pas de mystère, faut bien gagner sa vie, quoi. Si on vend Alors des t'en parleras jeux... aux 2 ou 3 douaniers qui ont vérifié nos 2 containers et puis eux ont rien vu, donc c'était bien caché. Mais effectivement, oui, tu disais que vous en aviez fait imprimer plus et on sait que Subterra est attendu, enfin Subterra 2, parce que Subterra 1 a bien marché. Oui. Il est toujours même encore recherché. Enfin, c'est un jeu qui tourne vraiment bien. Et donc, la suite, je pense que c'était sans... Enfin, c'était un coup sûr. Oui, parce que c'est surtout qu'on l'a fait beaucoup jouer avant. Ouais. À la limite, on ne l'aurait pas fait jouer avant, on serait toujours demandé est-ce que ça a marché et tout. Là, sincèrement, je pense qu'on l'a fait tourner dans tous les festivals majeurs de France. Bon, oui, on est... Enfin, voilà, après, je sais pas, il y aura peut-être un cataclysme, voilà, mais en tout cas, on va le défendre du mieux possible et on pense vraiment que c'est un bon jeu. Et aussi, je pense à ça parce que Talmo a les extensions en main, on pense aussi que les extensions apportent un vrai plus aussi. C'est pas juste des extensions pour dire que c'est des extensions. Elles sont plus grosses que celles de Subterra 1. Il y a plus de matériel dedans.
Mais voilà, celle la rouge qui s'appelle le réveil de Typhéon apporte un mode Overlord, donc on peut jouer le méchant, ce qu'on ne pouvait pas faire dans Subterra 1. Et la lumière d'Arima ajoute aussi beaucoup de choses un peu plus positives en soi, les lumières. Et, voilà. Et donc il y a aussi, pour terminer avec Subterra, il y a aussi en même temps la 4e et dernière extension de Subterra 1, qui s'appelle Incubation. Et à mon grand désespoir, il n'y aura pas de figurine pour celle-là. Simplement parce que ITB n'a pas payé ni les moules, ni les illustrations. Voilà. Et que en fait, dans tous ces fichiers, c'est moi qui ai terminé à prod, mais il n'y avait rien. Donc je ne pouvais pas l'inventer. C'est ça. Ouais. Voilà. Mais voilà, il y aura au moins cette extension-là. Pour les gens qui seraient intéressés, comme dans pas longtemps, il va y avoir le Festival de Cannes. Pour les jeux, est-ce que les jeux, alors notamment Subterra, qui reste le jeu peut-être un peu plus abordable, tout public, on va dire, il sera disponible, on pourra y jouer. Est-ce qu'on pourra éventuellement l'acheter? Parce qu'au niveau des... Oui. Alors de mémoire, la sortie de Subterra 2, au moins le jeu de base, ce sera le 10 février. Sachant qu'on aura envoyé tout avant aux backers et que même, alors ce ne sera pas le cas, mais même si on avait du retard et tout, les extensions par exemple ne sortiront que un mois plus tard. Ouais, d'accord. Qu'il n'y a pas les KS exclusifs et tout et tout. Donc voilà, les backers ne seront pas lésés pour autant. Et je vous avoue qu'au bout de 3 ans d'attente, je ne suis pas mécontent d'avoir le jeu. De voir la finalité. Parce qu'il a failli pas voir le jour pas mal de fois. Donc déjà, c'est pas mal. C'est ça. Et par contre, toutes les exclusivités, on va dire KS, si c'est les figurines, les choses comme ça, ça c'est réservé aux backers. On ne pourra pas les trouver. Oui, alors il y a toute une série de KS exclusifs. On en a fait imprimer un peu plus. Qui sont disponibles sur notre site, mais voilà, c'est pas en quantité faramineuse. Donc, voilà, oui. C'est souvent, on va pas se leurrer, c'est souvent des choses esthétiques. J'essaie de réfléchir. Oui, c'est du fluff, des petites cartes en plus, des figurines, pas mal de figurines, des dés, parce que les gens aiment les dés, des dés sympathiques par ailleurs, mais voilà. Disponible sur votre site, comme tu dis. Les caisses exclues, oui. Après, tout le reste, les figurines, tout en boutique. Ouais. Et votre site, avant de finir de parler des jeux, des sorties, tout ça, mais on va parler un petit peu du site aussi, parce que votre site a fait peau neuve. Vous avez fait, c'est vrai. Vous avez créé la partie bon plan du site. Aussi, ouais. Alors on a essayé de faire un effort sur le site, en effet. Je remercie Claude d'ailleurs pour son aide là-dessus. En effet, et puis il y a une nouvelle section qui s'appelle Bon Plan, parce que dans une prod, très souvent on a quelques jeux qui sont abîmés, ou même de la part du distributeur aussi, des exemplaires qui reviennent du magasin, voilà, qui ont des problèmes. Et donc on les vend à moins cher. Alors forcément, en fonction de l'état de la boîte. Bah oui. Avec l'expérience, on sait quasiment qu'il n'y a jamais de problème à l'intérieur de la boîte et que c'est toujours l'extérieur de la boîte qui a pris, mais les composants, quasi rien. Des fois, l'insert en plastique, mais vraiment, on peut jouer avec le jeu sans aucun problème. Oui, c'est ça, le matériel reste... Ah oui. Et en fait, l'idée de base, c'est quand on a eu notre gros problème sur la gare de l'Anneau, on a eu pas loin de 250 boîtes de cassées, des fois vraiment très cassées. Et en fait, on s'est dit, faut en faire quelque chose. Ouais, on peut pas s'asseoir dessus et non, mettre à la poubelle. Non. Donc voilà, et au final, je crois qu'on en est rendu à, il doit nous en rester 30, 40, peut-être un peu moins. Et on s'est dit, il nous en reste quelques-uns. Il nous reste aussi quelques boîtes de Space Corp ou Fitna ou autre chose, des fois Mini-Rogue qui sont un petit peu cassées. Et pourquoi pas les vendre à 50, 60% moins cher. Non, mais c'est très très bien, ça reste dans une démarche, je dirais, écologique. On en parle souvent, on essaye de faire des efforts, de trouver des solutions, des astuces, plein de choses. Et on le voit ça de plus en plus, même dans le commerce. Tu sais, quand tu finis tes courses, regarde, les invendus, tu as un panier à 1 €, puis tu prends ce qu'il y a dedans. Ouais. Et là, c'est un peu le même principe. Ça veut dire qu'effectivement, sauf si tu es collectionneur ultra méticuleux et que tout est sous cloche chez toi, mais si les boîtes, comme tu dis, l'intérêt, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Si on peut jouer avec le matériel, avoir une boîte moins chère, ça permet de ne pas jeter, de ne pas stocker. Et ça permet à des gens qui n'auraient pas forcément fait l'acquisition de découvrir ou de se faire plaisir. Oui, puis donner à des associations aussi. Hein. Ouais. C'est vrai que
enfin des associations de joueurs, mais même des fois, comme on fait des jeux historiques, on est aussi contacté par des associations de joueurs un petit peu différentes, par exemple les sous-mariniers. Je sais que voilà, on a la frégate Asconite qui nous a contactés, tous les sous-mariniers de Toulon aussi qui jouent à nos jeux dans leurs sous-marins. Donc bon, voilà, mais Petite ça boîte fait plaisir, bien hein. remplie aussi chez Nut. Et dans un sous-marin, t'as pas de place pour emmener civilisation. Non, mais tu vois, t'as Pime Island, Voilà. on fait aussi des petits formats. Ah oui, c'est Petite ça. boîte bien remplie. Ouais. C'est ce que j'allais dire, ouais, quand ils viennent vous solliciter, c'est quel type de demande en fait? C'est pour, c'est des jeux plutôt passe-partout parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans un sous-marin, ou c'est des jeux, Oui. parce qu'on le sait que vous faites aussi beaucoup de jeux, l'armée s'en inspire ou des choses comme ça quand on fait sur des wargames. Non mais C'est où ils pour se faire disent, tiens, des, je pour voudrais faire un des jeu. constats. Ouais, mais c'est ça pour Pour faire. Vous Pour, avez pour un faire jeu des sur simulations, le- on sait pas. sur le passage de la Manche entre un sous-marin parce que je te dis qu'il passait pas le chalutier. Donc est-ce que vous avez malheureusement, enfin voilà. Pour Alors, enlever des- Alors, si c'est les dons aux associations, ça va être des jeux, on va dire, grand public, entre guillemets. Voilà. D'accord. Après, il y a une autre branche de notre société que les gens ne connaissent pas forcément, qui est le Serious Game, pour lequel on fait aussi des jeux plus ou moins sur commande. Par exemple, si tu as le mot, tu viens Oui. le montrer, parce que je vais essayer de faire le lien. Notre prochain envoi, demain, en l'occurrence, c'est Coops. Et Coops, c'est un jeu qui a été fait par trois officiers de Saint-Cyr. D'accord. Un de chaque arme, donc un infanterie, un cavalerie et un de la latte, et qui faisaient tous les trois leur formation en même temps, et qui se sont dit, on n'a pas d'outils pour faire nos manœuvres ou gérer nos manœuvres ensemble. Et donc ils ont créé quelque chose, et ils sont venus nous voir en disant, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous le trouvez bon et tout. Et en fait, comme on avait déjà fait sur le même mode Urban Operations, Ouais. avec un officier de l'armée de terre pour les combats en milieu urbain, on s'est dit, bah oui, votre jeu il est bon, donc essayons de faire la même chose pour ça. Voilà. Et donc là, je pense qu'en ayant parlé de Pime Island, Subterra et des jeux comme Coops, je pense qu'on a fait l'éventail. Ouais, c'est ça. On va du petit jeu au jeu vraiment plus particulier au Wargames. Sur un jeu comme Coops, justement, quand les gens viennent vous voir, parce que Nuts a la double casquette aussi d'être créateur de jeux, en Ouais. plus d'être localisateur, on va dire. C'est ça. Ouais. Sur un jeu comme celui-là, donc des gens viennent vous voir, ils ont une idée, ils ont quelque chose qu'ils ont fait. Est-ce que, du coup, vous vous appropriez l'idée, enfin, vous travaillez avec eux en disant on va... Ouais, c'est pas différent développer. c'est pas différent d'une création de jeu de plateau. Après, l'expertise et là où on va emmener le jeu va être différente, tout en sachant que nous, on essaye quand même, comme pour Coops et Urban Ops, de garder un esprit. Il faut que le jeu serve en milieu professionnel Oui, et de l'autre côté aussi en milieu ludique c'est ça. pour des joueurs. Alors que souvent, les serious games, on va les faire pour l'entreprise. Point. Et des fois, alors pas toujours, hein, mais des fois, le côté ludique est un peu moindre. C'est-à-dire que quand on l'emmène dans sa famille ou avec son cousin, voilà, ça va pas être super intéressant. D'être un gros tronchu. Ouais. Là, nous, et Urban Ops et Coops, ça se veut bien pour les deux. Alors, il peut y avoir quelques adaptations, notamment au milieu pro, je pense, parce que des fois, il y a trop de détails. On veut aller un peu plus à l'essentiel. Voilà, oui, souvent c'est ça, c'est qu'en fait il y a trop de détails. C'était ma question d'après, en fait, effectivement. Le fait d'avoir affaire à des professionnels qui veulent faire quelque part un outil à la Ouais. base, des fois on a tendance à vouloir peut-être en mettre beaucoup en disant oui, mais ça c'est hyper important parce qu'il faut faire. Puis que tu dis oui, mais d'un point de vue ludique, en fait c'est pas hyper important finalement. Si on l'enlève, on s'en sort aussi. C'est ça le fameux coup de fil de oh là là, non, j'ai vu la maquette, rappelez les boîtes, il faut qu'on enlève la carte qui indique l'emplacement du plateau nucléaire français. Mais c'est ça, c'était Oh, on ma en a question. trop mis. J'ai jeté cette On n'avait carte. pas le droit en fait, on n'avait pas le droit. Après, c'est ça l'intéressant de bosser avec des professionnels, c'est qu'en fait eux savent jusqu'où on peut aller. Ouais, c'est ça, c'est eux qui mettent les limites. Ouais. Là pour Coops par exemple, on a bossé avec, alors je me souviens plus le nom exact, mais l'agence de photographie de l'armée de terre. Et en fait, ils nous ont bien dit, voilà, vous pouvez utiliser toutes les photos que vous voulez. Par contre, sur celle-là, vous effacez les cuissons. Sur celle-là, faut pas montrer le vidéo. Et donc voilà. Donc t'avais le cahier des charges. Ouais. Et quand tu t'y tenais, du coup, on est ça au passait. courant, on fait avec, et puis voilà. Voilà. Donc Coops.
Je sais pas de combien de temps on dispose encore, mais vas-y, allons-y, le suivant. alors si on continue dans les Saigon. Saigon, donc ça, c'est après Subterra 2, on en voit celui-là aussi. Ça se veut être un jeu, pour ceux qui connaissent, comme 1775 ou 1812, donc des jeux assez rapides parce que ça va durer 1 heure. Et là, c'est sur la chute à la fin de la guerre du Vietnam, entre 73 et 75. Et voilà, et ça, c'est très rapide. Enfin, pour un wargame, en tout cas, c'est très rapide. Ça dure 1 heure. Et il y a un mode solo aussi, j'y pense. 2 camps très asymétriques, entre le sud qui subit un peu plus, mais qui a plein de troupes variées, et le nord qui est un peu plus bulldozer, voilà, qui rentre dedans et qui est assez fort. Très joli pion en bois. Ouais, tous des octogones, pour le coup. Beaucoup de matos, ouais. Ouais, y a Et pas mal des de étoiles. choses. Non, Ouais. mais c'est- Et justement, quand on fait ce type de jeu, des wargames ou des choses comme ça, il y en a déjà quelques-uns qui existent. Quand on en crée des nouveaux, qu'est-ce qui va faire qu'on va s'attaquer plutôt à une période ou à quelque chose en particulier? Est-ce que là, Saigon 75, est-ce que tu sais qu'il y a déjà un public qui va être intéressé par cette période-là? Ou est-ce que c'est un pari? Ou est-ce que c'est Alors, quelque je chose pense qui vous intéresse, vous? Ouais, il y a plusieurs choses. Faut que ça nous intéresse, nous. Ouais. Voilà. Je pense que là, je savais que ça allait plaire aux Américains. Par contre, comme c'est la fin de la guerre, il n'y a plus d'Américains. C'est une guerre civile entre le Nord et le Sud. Mais voilà. Et la question que quasiment tous les joueurs américains nous disent, mais au fait, ils sont où les Américains? On est où, là? Ah non, ils sont tous repartis. Non. Et ouais, pour répondre à ta question, je pense que le thème est important parce que faut quand même vendre le jeu. Bah oui. Mine de rien. Mais c'est le traitement. C'est-à-dire que là, par exemple, au lieu de faire toute la guerre du Vietnam, c'est juste la fin. Et que souvent, ça intrigue notamment les Américains en disant « Ah ouais, il y a eu quelque chose après ?» Ah, j'ai peut-être envie d'y jouer, alors c'est plutôt marrant. C'est-à-dire tu leur fais le petit goodies sur l'ambassade avec les gens qui montent dans l'hélicoptère. Voilà. Vous avez ça, vous jouez avec ça dans un coin et vous laissez les autres faire le wargame sur après. Quoi. C'est ça. Vous voyez le bordel? Les gens gèrent après ce que vous avez Il y a une laissé. vie après le départ des troupes américaines. Ouais. En même temps, arrive celui-là, alors qui est beaucoup plus particulier dans le thème. J'essaye de prononcer le nom depuis tout à l'heure parce que je l'ai en face de moi. Ouais, alors voilà, en français Ninive, et c'est la même façon de prononcer en anglais, mais pas écrit pareil. Ninive. Donc c'est en français, en moderne, c'est Mossoul. D'accord. En fait, c'est donc un jeu 1-2 joueurs qui dure pas très longtemps non plus, qui dure 1 heure et demie, qui est un vrai wargame parce qu'il y a des blocs, des cartes, la boîte est très très remplie, mais ça dure pas très très longtemps. Et le thème est très particulier pour le coup. Il est sur la bataille de Mossoul, la dernière, entre les forces irakiennes qui encerclent Daesh. Et c'est la dernière bataille que livrera Daesh en tant que force complète, on va dire. D'accord. Et ça nous a été proposé par 2 étudiants de l'université de McGill à Montréal. Et leur professeur était un grand fan d'Urban Ops. Et il nous a dit, tiens, tenez, voilà le proto, dites-moi ce que vous en pensez. L'inspiration de base, c'est Urban Operations, mais ils sont allés très très loin dans une autre direction. On y a joué et c'est très 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 bien. La nouveauté pour un wargame, c'est de construire son armée de départ. C'est-à-dire qu'on a des unités de base et après, on a plein d'options. On a plein de cartes où on fait ce qu'on veut. On a 30 points et on achète des nouvelles tactiques, des renforts, ce qu'on veut. Et donc, il n'y a jamais une seule partie qui se ressemble, forcément. Ouais, parce qu'on va vouloir changer, on va vouloir justement faire... Et essayer, expérimenter. Alors par contre, forcément, c'est très guerrier parce que c'est un wargame. Mais le traitement est vraiment très très bon. On choisit au début une priorité et qui est cachée. Aller vite, faire le moins de pertes collatérales, donc sur les bâtiments, ou avoir le moins de pertes dans ses hommes. Daesh fait pareil. Et en fait, il y a un petit jeu à l'intérieur de la partie qui se crée parce que le joueur irakien va essayer, selon ses choix, de ne pas montrer son objectif final. Et Daesh, au contraire, va essayer de le deviner parce que s'il le devine, ça va doubler en fait les points qu'il va avoir. D'accord. Donc voilà, c'est juste, on va dire, c'est très important la partie, mais c'est très subtil parce qu'on ne va pas le découvrir tout de suite. On va le découvrir peut-être au milieu de partie, peut-être jamais. Ouais, il faut réussir à rester discret et à... Est-ce que c'est quelque chose que tu imagines, toi, de dire, tiens, faire de l'historique, mais
aussi récent en fait? Est-ce que ça t'est tombé dessus comme ça sans que tu... Alors en effet, ça m'a tombé dessus. Celui-là en particulier, mais en règle générale, te dire l'historique récent, on va attendre qu'il y ait... Alors par exemple, faire l'Ukraine, non. Il se trouve que je l'ai mis quelque part dessous. On va faire quelque chose de très récent, et là c'est militant pour le coup. Non, encore dessous. Encore dessous, c'est les feuilles. C'est les feuilles que j'ai dessous, en fait. C'est pas très très visuel, hein, donc je m'en excuse, mais ouais, tu peux montrer un petit peu comme ça. En fait, on va faire un print and play, donc juste à imprimer, sur... Alors le titre du jeu est I'm Not Afraid, parce que c'est sur la révolte en Biélorussie. Je vais dire en anglais Bélarus, mais en Biélorussie, et donc c'était en 2020. Et là, pour le coup, c'est plus militant, parce que voilà, on n'en parle plus, c'est comme si c'était terminé, ce qui est vrai, mais il y a quand même une grosse force d'opposition qui est maintenant en Pologne et en Lituanie. Et on a eu envie d'en parler. De remettre un petit peu en avant, enfin de refaire émerger ça. C'est ça. Après, on l'a fait, c'est un jeu de plateau, c'est-à-dire que c'est un placement de dés. Chacun des joueurs place des dés sur certains lieux qui apportent plus ou moins de bonus et tout. C'est pas un wargame au sens strict du terme. Voilà. Mais traiter de l'histoire récente, oui, c'est un exemple. Après, voilà, je ferai pas tout et n'importe quoi, ça c'est clair et net. Et pour faire du wargames ou pour faire du jeu historique, est-ce que il faut aimer plus le côté, on va dire, mécanique du jeu, ou est-ce qu'il faut aimer l'histoire? Alors forcément, je vais te dire les deux. Ce qui arrive souvent, et tant mieux, c'est que on espère réussir à faire apprendre aux gens beaucoup sur la période, le contexte et tout. On essaye toujours de mettre un livret historique avec, pour montrer, alors notamment Ninive, mais c'est vrai pour les autres, montrer le contexte. Et de plus en plus, on essaye aussi de mettre à l'intérieur des livres pour essayer de, voilà, les gens qui ont envie de creuser un peu le sujet, d'aller plus loin. Alors il y a certains sujets où les livres sont un peu meilleurs en anglais, mais on arrive quand même la plupart du temps à trouver de très bons livres en français aussi. Donc voilà, des fois c'est un peu... Pour Daesh par exemple, c'est vrai qu'on s'est longtemps demandé, et le jeu était tellement bon qu'on s'est dit non, voilà, ce serait dommage. En plus de ça, c'est la première fois, je pense, qu'il y a une femme qui fait un wargame, parce qu'un des deux étudiants était une étudiante. Il se trouve qu'elle est bretonne en plus, Juliette Le Ménaez. Et voilà, donc il y avait tout pour plaire. Il reste quelques jeux à nous présenter et à nous parler un petit peu aussi de ce qui va arriver après, ce qui n'est pas forcément encore sur la table. Oui, tout à fait. Alors, je pense que Space Corp Entreprise, c'est une extension. Donc voilà, l'extension de Space Corp. C'est à la base un jeu de GMT, un jeu américain, qui explore la conquête spatiale à travers, en partant de la Terre jusqu'à très 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 loin. Et là, en fait, ça rajoute pas mal de plateaux pour les entreprises, parce qu'en fait, c'est vu d'un point de vue, alors qu'on peut dire très américain, voilà, la conquête de l'espace par des entreprises. Chaque entreprise va gagner de l'argent en fonction de jusqu'où elle va aller, qu'est-ce qu'elle va découvrir, ce qu'elle va pouvoir apporter, ou comment on va avoir besoin d'elle aussi. Exactement, en remplissant des contrats. Et là, on va dire que la principale nouveauté dans Space Corp, c'est qu'il va y avoir 14 plateaux joueurs, donc 14 entreprises différentes, alors que dans le jeu d'origine, les entreprises sont toutes les mêmes. Là, elles vont chacune être différentes. Ça crée une asymétrie. Oui, et les 14 sont vraiment très très différentes. Il y a un nouveau mode solo, parce que c'était déjà un jeu solo et multi. Ouais. Il y a un nouveau mode multi et un nouveau mode solo, le mode solo étant encore plus dur. D'accord. Je pense qu'il est déjà pas mal dur, moi, à mon avis. Il y avait trop de gens qui arrivaient. Mais voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont tous recto. Tous les plateaux sont recto verso, parce qu'il y a le mode solo et le mode multi pour pour chaque entreprise. Voilà. Et à la base, j'en profite pour dire que c'est issu d'un livre qui, à mon avis, est
assez inconnu, il faudrait que je me renseigne complètement, parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps que donc, l'auteur du jeu est John Butterfield, qui pour les wargamers est connu parce que c'est un auteur de jeu qui fait beaucoup de solos, et des très très bons solos. Et en fait, j'ai appris il n'y a pas longtemps, John m'a dit que c'était son beau-frère qui avait écrit le livre qui l'avait inspiré. Donc voilà, c'est noté quelque part dans les notes de conception. Je vois que les plateaux, les 14 plateaux prennent énormément de place dans la boîte. Qu'est-ce qui reste pour jouer en fait Ah, c'est une extension. Ah oui, Il d'accord. faut le jeu de base. Ok. J'avais loupé cette info. Je Non, me dis, il mais faut le jeu de base, oui. Oui, il faut tous le jeu les de base. pions et tous les tokens qui sont déjà Alors, présents. sinon, on lance les plateaux en l'air et on voit la face voilà, sur laquelle on il tire un retombe, plateau au pif et oh non, Perdu. c'est une start-up qui fait faillite. Mais tu disais qu'il y avait 14 nouvelles entreprises à peu près, Oui. une quinzaine. Et ça veut dire qu'en fait, même en mode solo, on peut à chaque fois décider de partir avec une entreprise, d'essayer de mener le jeu à son terme et de le recommencer avec une nouvelle. Tout à fait. Ça fait 15 façons d'aborder le jeu différentes en fait. Voilà. Il y en a qui sont plus sécuritaires, il y a les humanistes qui veulent promouvoir la paix et le bonheur dans le monde, mais avec l'humanité. Donc quand on rencontre des humanoïdes, des aliens plutôt, ben voilà, ça peut pas forcément bien se passer pour eux, et puis ainsi de suite. Quoi. Il y a plein de choses différentes. Ah non, vous n'êtes pas sur notre liste de bonheur et paix, vous. Bah, voilà. C'est ça. Voilà. Sinon, on a 2 autres jeux historiques, et après je vais arrêter là avec les jeux historiques. Le premier, je pense, dans l'ordre de sortie, ça va être... alors là, on a la boîte en anglais où c'est marqué Résiste, hein, mais ce sera Résistance en français. C'est un jeu solo. Qui est sur une résistance, mais la résistance en Espagne. C'est-à-dire qu'en fait, les républicains espagnols se sont fait chasser en 1936, se sont réfugiés en partie en France, ont combattu l'envahisseur allemand en France, et puis une fois la guerre terminée, ils se sont dit, bah ouais, on va repartir, on va franchir les Pyrénées, et on va mettre Franco dehors. Bon, ça s'est pas passé comme prévu. C'était la théorie. Voilà, mais voilà, donc un jeu qui est fait par les 2 auteurs. Alors ils sont 3, mais il y a 2 des 3 auteurs qui sont ceux de Inflexible. D'accord. Donc voilà, c'est un très bon jeu solo avec plusieurs scénarios indépendants et une campagne aussi Ok, pour pouvoir enchaîner les parties et C'est ça. faire une rejouabilité. Voilà. Donc une boîte pas très grande, je pense que c'est facilement transportable. L'illustrateur est Albert Montes, qui est donc un illustrateur très connu en Espagne parce que c'est un des rares, en tout cas, à avoir été nommé aux Eisner Awards, donc une grande récompense américaine. Voilà. Donc celui-là devrait sortir, alors je vais peut-être dire des bêtises, ouais. Non, excuse-moi, je C'est n'ai lui pas qui parlé va dire des d'habitude. bêtises. D'accord, il va dire des Non, bêtises. pas tant que ça pour une fois. De mémoire, je crois qu'il doit sortir avant l'été, vers juin 2023. C'est marrant parce que ça, Saigon, même le print and play que tu as montré tout à l'heure, c'est ce côté jeu historique de une fois que la lumière, la caméra s'est tournée, la lumière s'est éteinte, ça fait 3 jeux où C'est vrai. dit attendez, c'est pas fini quoi. Les gens Une qui étaient là remise un petit peu en ouais. valeur. Ah bah, je pense Ouais. que là, même moi, j'avoue que voilà, je connais un petit peu l'histoire et ça, j'en avais jamais entendu parler. Quoi. Alors, je savais que par exemple, dans la 2e DB, il y avait beaucoup d'Espagnols et que c'est eux qui avaient libéré Paris en grande partie. Qu'est-ce qu'ils étaient devenus après? Ouais, c'est ça. J'en savais rien. Alors là, c'est peut-être là où va venir la question bêtise, mais est-ce qu'il y aura un jour un jeu sur le Seigneur des Anneaux, justement, sur, ben voilà, le Mordor est tombé, juste le retour à la comté, et peut-être Non. même le retour au La Havre-Clé, enfin, réhabilitation des orques. Voilà, puis, avec Saruman qui a voilà. servi la comté, ces derniers Ah ouais. petits Alors il y faits, a un peu de ça non quand glorieux. même, parce que dans le Destin des Rébors, le petit scénario qui est en plus, c'est un scénario alternatif. En fait, c'est qu'est-ce qui serait passé si la bataille des 5 armées avait été perdue. Et donc en fait, il y a des tuiles qui remplacent le plateau d'origine, et Erebor n'est plus une forteresse naine, mais une forteresse orque. Donc il y a un peu de ça. Je vais terminer avec l'historique, avec celui-là, un autre jeu GMT, qui s'appelle en français La Commune et la Mort, et qui est un jeu d'un Français, je tiens à le préciser, l'éditeur d'origine est américain, mais l'auteur L'auteur est français. est français, s'appelle Fred Serval, et c'est un jeu historique, mais c'est pas un wargame. D'accord. Il y a, alors je ne sais pas si ça va bien se voir, mais le plateau, il est séparé en 2.
la partie de gauche et la partie politique, avec l'Assemblée nationale, les royalistes et les républicains. En dessous, la presse, donc les corps intermédiaires, je crois qu'on appelle ça, donc la presse, les syndicats et autres. Je vais faire confiance là-dessus. Et de l'autre côté, il va y avoir la partie militaire, avec l'intramuros Paris et toutes les buttes qu'il y a autour pour lesquelles les Versaillais et les communards vont se battre. Et ensuite, on a chacun, c'est un card-driven game, un jeu piloté par les cartes, où on va avoir un certain nombre d'objectifs et des cartes en plus pour faire bouger ces petites unités et son influence. Plateau, ouais. Voilà. Mais ce n'est pas que un wargame. Et il y a plein de petits cubes qui représentent l'influence que les deux joueurs vont avoir. Les deux camps sont très asymétriques. Heureusement, parce que les communards, c'est pas la même chose que de l'autre côté. Et c'est très très intéressant. Ça se joue en peu de temps, je dirais, quand on connaît le système. Quand on a joué une fois, après, ça se joue en une demi-heure. Ah ouais, c'est plutôt rapide. Ouais, c'est vraiment rapide. Et pour autant, il y a plein de choix différents. Et Fred nous a fait l'honneur de nous faire une extension qui sera disponible dans la boîte française et qui ne sera pas disponible dans la boîte américaine. Qui sera en exclusivité. Ouais. Pour Ouais. Donc ça, on a bien avancé la traduction. Donc c'est pareil, je pense qu'il sortira en septembre-octobre de cette année, je pense. Pour les fêtes de l'année prochaine. Exactement. Noël 2023. Exactement. Et ce qui est bien avec les jeux asymétriques, c'est qu'au départ, forcément, on veut faire les deux côtés parce que on veut comprendre et voir un petit peu la façon de faire. Mais vite, quand même, généralement, on se trouve une affinité avec l'un ou l'autre des côtés dans les jeux asymétriques. Ouais, c'est ça. Avec Voilà, après, jouer le Versaillais, c'est pas forcément ce que tout le monde va prendre de premier abord. Oui, mais moi bon. je prends cela parce que j'adore tirer sur la foule. c'est ça. Je peux laisser libre cours à mes instincts. Après, de la même manière que j'ai dit tout à l'heure, il y a un livret historique qui explique chaque carte et puis aussi le contexte historique de l'époque. Ouais, pour situer, pour que les gens s'imaginent, comprennent un peu mieux le contexte. Est-ce que il y a des jeux, peut-être que ça existe, hein, tu seras le mieux placé pour éclairer ma lanterne. Est-ce qu'il y a des jeux historiques ou peut-être asymétriques d'ailleurs, où tu sais que quand tu es un des deux, tu vas perdre? Et le but, parce que la bataille était perdue, c'était couru d'avance, le but du jeu c'était de tenir le plus longtemps pour permettre à une autre force armée, dans l'histoire, dans la vraie histoire, c'était de servir de chair à canon pour permettre à une mission autre part de réussir. Est-ce que ça existe transposé en jeu historique où tu sais que tu vas perdre, mais voilà, mais il faut tenir. ton score va être, on va dire, en gros sur le temps que tu as réussi à tenir. C'est exactement ça. Ninive, ça c'en est une. Mais après, tout ce qui simule, je sais pas, Cameron ou Alamo. Cameron, c'est la Légion étrangère. C'est la Légion étrangère au Mexique. Mais bon, voilà, je passe les détails. Mais c'est. Oui, Alamo, oui, d'accord, ok. Il y a Alamo qui est pareil. Hein, ils sont dans un fort et puis ils savent qu'ils vont perdre. Dien Bien Phu. Bien Phu. Enfin, il y en a plein. Après, en effet, ça se joue sur les conditions de victoire. Est-ce que gagner, c'est pas possible, mais est-ce que ça va permettre autre chose? Et il y a même, par exemple, ça me vient en tête maintenant, un cas qui aurait pu arriver, mais où là ils ont gagné. C'est en fait en 1806, Napoléon attaque la Prusse et il va gagner à Auerstadt. Sauf que la vraie bataille qui aurait dû être perdue par Davout à Iéna, en fait, Davout l'a gagnée. Alors qu'il était, je ne sais plus le ratio, mais 1 contre 4, 1 contre 5. Il aurait dû la perdre, la bataille. Et ça aurait dû faire pas un Alamo complet, mais enfin, en tout cas, voilà. Et son action était de ralentir comme un les Prussiens. Un Zincourt où il y avait mais ça 10 000 Anglais sur 10 000 Français. Et donc, oui, c'est le but, en fait. On peut tout simuler. Après, où est-ce qu'on place le curseur de c'est intéressant ludiquement ou on veut une simulation? Et donc, auquel cas, on va se faire ratatiner, on a perdu. Forcément, il faut mettre le curseur à un point intéressant pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Apprendre quelque chose
et en même temps s'amuser parce que sinon, Je pense que si on joue justement, on refait une période historique et que on gagne, alors que c'était pas du tout possible parce que celui qui joue la grande armée en face est une daube. Il n'y a que comme ça, j'imagine, parce que si on est sous-armé, sous-équipé, moins nombreux, on n'a aucune chance de gagner. Mais l'autre joue très très mal et nous on joue très très bien. alors ça peut arriver, mais il y a une chose qui existe moins, alors sous une autre manière dans le jeu de plateau d'une manière générale, c'est le hasard. Dans les wargames, très très souvent, il y a des dés. Donc, bon, forcément, le dé, c'est moyenné sur le nombre de fois où on le lance. Si on fait que des 1 alors qu'il fallait faire des 6, pendant toute la partie, on a beau avoir la grande armée de Napoléon, il y a un moment, ça va être dur quand même. C'est ça. Putain, quelqu'un est passé la nuit à attacher tous les ladrons ensemble. D'ailleurs, ils sont ça me fait penser un petit peu aux origines du wargame. Il y a le Kriegspiel là, de Van Clausewitz, les officiers allemands, etc. Au tout début, moi, il me semble avoir lu ça, ça se jouait uniquement à l'arbitrage. Oui. Donc ils avaient des grandes tables avec plein de figurines pour c'était les officiers de l'armée prussienne là, et il y avait un arbitre sur sa grande chaise et qui disait oui 15, là c'est lui qui gagne. Voilà. C'est ça. Service, colonel, C'est ça. 15A. Alors, dans les autres sorties, parce que malheureusement, le temps passe et je sais qu'il y a encore des jeux à présenter. Ouais, il y a celui-là. Bah ouais. Parce que celui-là, je pense qu'il est attendu, intéressant. Alors, War of the Ring, the card game, c'est la guerre de l'anneau, le jeu de cartes. C'est ça. Et le but de ce jeu-là, c'est d'avoir un jeu comme la guerre de l'anneau, la grosse boîte où il y a 220 sur figurines plateau, ouais. et 2 grands plateaux et tout, mais le faire avec que des cartes. Et je ne sais plus exactement combien de cartes, 160, 180, quelque chose comme ça. Et ça se veut représenter la même chose. C'est-à-dire qu'à tous les tours, on va poser une carte de route qui représente le parcours de la communauté. D'accord. Et de l'autre côté, on va poser une carte de lieu de bataille. Ensuite, on va avoir une main et on va pouvoir poser une carte de héros, d'événements, d'armées, soit sur l'un des deux endroits ou dans sa réserve. À chaque fois qu'on fait ça, on défausse une autre carte de sa main. Donc en fait, on en a 4 au début. On va faire que 2 actions. Parce qu'à chaque fois, on va en perdre, défausser une. Au fur et à mesure de la partie, il y a des cartes comme Galadriel ou Saruman qui vont permettre de augmenter sa main. Et après, il y a tout un tas d'effets qui vont se mettre en place. On peut par exemple jouer les Ents que sur certaines routes, mais on va les placer en réserve pour faire peser une menace sur les forces du Mordor, justement, et leur dire oui, alors à la route 4, 5, 6, vous me laissez passer parce que de toute façon, vous n'avez aucune chance. Ouais, c'est ça. Mais je ne l'ai pas joué. Mais je l'ai pas joué. Alors, et ainsi de suite. Il y a plein de petites choses comme ça. On peut jouer de 2 à 4. Et il y a une extension qui est prévue tellement il a marché en anglais. Donc voilà, le jeu sort en avril de cette année en français. Donc ok, juste après Cannes aussi. C'est ça. Ouais. Et comme vous aviez eu beaucoup cette année, notamment là on a Subterra 2 qui arrive, mais pas mal de participatifs qui ont été faits. Oui. Et je sais qu'il y en a d'autres qui sont en cours de réalisation ou qui vont arriver. Ouais, c'est ça. Donc en fait on a deux principaux dont j'ai parlé. Le premier c'est quand même Minirogue. Ouais. Qui avait été un gros Kickstarter à l'époque. Et là on va lancer, je pense en juin, une deuxième campagne pour Minirogue qui sera à propos qui lancera des nouvelles extensions. Une première grosse extension qui apportera un 3e et un 4e joueur. D'accord. Parce que le jeu à l'origine est 1 et 2 joueurs. Et le 3e joueur, en fait, ce sera un Overlord. Et il combattra les autres joueurs, donc ça risque d'être assez sympathique. Il y aura une deuxième petite extension qui apportera... En fait, on s'est dit qu'on allait essayer de boucher les trous un petit peu. Donc pour ceux qui connaissent le jeu, il y a un moment où quand on a fini le niveau, on descend de niveau vers le niveau suivant. Voilà, on descend l'escalier. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette descente ?
Ah oui, il peut Donc y en avoir fait, des rencontres, voilà. Donc je me souviens plus le terme qu'on a utilisé en français, je suis désolé, mais la phase de dwelling, le fait de descendre comme ça, et ben on va avoir un petit paquet de cartes qui va nous dire ah, c'est rien passé, ou je sais pas, il y a un truc qui traînait par terre, c'était très bien, T'as trouvé ou quelque il y a chose, un t'as monstre, glissé, ou on t'as- a glissé, on s'est cassé la figure et tout, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. C'est fou, t'en fais une extension alors que le fils de Frank Herbert, eux, en font des bouquins de 800 pages. Vous savez, il est allé pisser, qu'est-ce qui s'est passé en 5 minutes? Attends, vous en faites une trilogie. Et voilà, donc ça, on est en train de finir les réglages de tout ça, écrire quelques petites cartes, faire une campagne, une nouvelle campagne solo, mais aussi à la demande de pas mal de joueurs, faire une campagne aussi 2 joueurs. On nous a beaucoup demandé du 2 joueurs aussi. Donc voilà. Le deuxième et dernier campagne, la deuxième dernière campagne participative, ça va être pour Moog. On avait lancé une campagne GameFound et en fait on s'est aperçu que c'était pas la bonne plateforme pour le faire. Donc là on va relancer une campagne et là cette fois-ci sur Kickstarter. Je me souviens plus exactement la date, mais ça devrait être mars-avril, quelque chose comme ça. Moog, on rappelle, c'est ce jeu où on joue des tribus préhistoriques un peu à la chasse au mammouth. Tout à fait. Avec le mammouth Tout à qui fait. arrive et il va falloir essayer de leur monter dessus, d'essayer de le... Ouais, pendant qu'il se secoue et qui fait exactement. tout pour nous échapper. C'est ça, le mammouth a sa propre intelligence. Ouais, c'est ça. Et, Géré par le jeu, les voilà. cartes. Et voilà, c'est un jeu. Ouais, alors on a plusieurs modes maintenant, parce que sinon j'ai mes collègues qui vont me gronder, mais non, à la base, il devait être plutôt, enfin, un seul mode. Là maintenant, il est coopératif et compétitif. On choisit comment est-ce qu'on veut jouer, Comment est-ce qu'on veut tuer et le il est mammouth. solo aussi. Voilà. Donc, voilà. Le mammouth a de fortes chances de gagner quand même, mais bon, c'est laisser faire. Hein. Voilà. Eh ben, en tout cas, n'hésitez pas, hein, on sait que Nuts présente tout le temps des jeux aboutis, des jeux plutôt beaux, que à chaque fois qu'il y a eu des soucis, il en a parlé au début Florent, c'est pas de leur faute. Donc sur les... Ouais, puis on essaie de les régler. Non mais Après, c'est ça, puis sur les participatifs c'est du ça. coup, où vous êtes, on va dire, de A à Z, généralement ça se passe plutôt bien, et les jeux sont plutôt bons, effectivement, donc n'hésitez pas à aller dessus et à continuer, à profiter aussi du site, on l'a dit, avec la partie bons plans, on le rappelle, parce que c'est toujours agréable d'avoir des bons plans. Merci Florent de Merci à venir vous nous trois. rendre visite, c'est toujours un vrai plaisir de te recevoir, comme je l'avais dit.